19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. 138 jours de génocide à Raza. L'armée de l'occupation a bombardé plusieurs régions de l'enclave palestinienne et fait des dizaines de martyrs. Troisième veto américain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis le 7 octobre, les États-Unis rejettent un projet de résolution proposé par l'Algérie et visant à mettre fin à l'agression à Raza. Du côté de la Cour internationale de justice de La Haye, les audiences reprennent sur les conséquences juridiques des pratiques sionistes en Palestine. Et puis Mohamed Arkab en visite de travail au Venezuela. Le ministre algérien de l'énergie et des mines remet un message écrit du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue Nicolás Maduro. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, de nouvelles frappes sionistes ont visé ce mardi la bande de Raza, où la situation humanitaire reste catastrophique, notamment dans la ville de Rafah, menacée d'une offensive terrestre. Au 138e jour de génocide, l'armée de l'occupation a fait des dizaines de victimes. À ces victimes s'ajoutent également 3 autres personnes tuées cette nuit dans un bombardement qui a ciblé le camp de Nusayrat au centre de la bande de Raza. Selon des témoins, c'est une maison qui a été ciblée délibérément par les forces de l'occupation. Et le bilan de l'agression s'est alourdi une fois de plus ce mardi à 29 165 martyrs et 69 170 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. La même source fait état d'un total de 103 martyrs au cours des dernières 24 heures dans de nouvelles agressions de l'armée de l'occupation dans l'enclave palestinienne. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a affirmé de son côté que les Palestiniens entassés dans la ville de Rafah, enclave la plus densément peuplée au monde, doivent être protégés. C'est ce qui ressort d'un message posté par le bureau régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sur le réseau social X. L'hôpital Nasser de Khan Younes, le deuxième, le plus grand de Raza, a cessé de fonctionner après un siège d'une semaine suivi d'un raid sioniste. Cet établissement se vide de ses médecins et la vie de 130 patients et de 15 médecins qui sont à l'intérieur est toujours menacée. Le point de la situation avec Nailaït Hamouda. C'est le cas à Khan Younes, le plus grand hôpital du sud de Raza et le deuxième plus grand complexe hospitalier de l'enclave. L'hôpital Nasr est complètement hors service. Assiégé par les forces sionistes, l'établissement a été transformé en une base militaire, condamnant les patients et les équipes médicales ainsi que les déplacés qui y avaient trouvé refuge. Le docteur Mohamed Mourabi, chef de service de l'hôpital Nasr, vient de quitter l'établissement, témoigne. À 1h30 du matin, nous avons entendu le bruit d'un drone au-dessus de nos têtes à l'hôpital. Les forces israéliennes nous ont demandé par mégaphone d'évacuer l'hôpital immédiatement. Ils ont pris mon infirmier. Ils l'ont forcé à enlever tous ses vêtements devant tout le monde. Et quand ils l'ont emmené à l'intérieur, je l'ai entendu. Il criait, il le battait. Selon l'OMS, 130 patients sont toujours à l'hôpital Nasr, avec un personnel de 15 médecins et infirmiers travaillant dans une grave pénurie de nourriture, de fournitures médicales de base et d'oxygène. L'absence d'informations sur le sort des patients ainsi que sur le reste de l'équipe médicale suscite des préoccupations croissantes au sein de la population. Toute l'équipe médicale qui est restée à l'hôpital Nasr a été arrêtée. Nous n'avons pas beaucoup de nouvelles de l'hôpital Nasr parce qu'il est devenu une base militaire pour les forces israéliennes. Nous ne connaissons pas le sort des patients. Nous avions des patients à l'intérieur de l'unité de soins intensifs. Je ne connais pas leur sort, mais je suis sûr qu'ils vont mourir ou peut-être qu'ils sont déjà décédés.
Sur place, les équipes médicales sont toujours à pied d'œuvre pour tenter tant bien que mal de prodiguer les premiers soins. Selon l'OMS, plus de 350 massacres sionistes ont été menés contre les établissements de santé dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Le monde doit empêcher l'invasion de Rafah. Ce sont là les propos du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement à Ramallah. Le monde doit empêcher l'invasion de Rafah. Rafah est désormais un baril explosif et son invasion signifie la chute de milliers de martyrs. Il faut empêcher Israël de commettre cette agression et permettre aux citoyens de rentrer chez eux, dans le nord et le centre de la bande de Gaza. La situation humanitaire reste catastrophique, notamment dans la ville de Rafah. Mohamed Shtayyeh réclame les fonds de compensation retenus par l'entité sioniste. Israël retient toujours tous les fonds de compensation et jusqu'à présent, il ne nous a transféré aucun montant, ce qui ne s'est jamais produit au cours des 30 dernières années. D'autre part, il a été convenu avec la Norvège de transférer la valeur des montants que nous transférons à la bande de Gaza sur un compte spécial en Norvège. Et je vous le disais en titre, nouvelle impasse au Conseil de sécurité des Nations Unies quant à un possible cessez-le-feu à Gaza. C'est encore une fois en raison d'un veto des États-Unis que le projet de résolution appelant un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour des raisons humanitaires présenté par l'Algérie au nom du groupe arabe a été rejeté. Colegas, a lo largo de meses, Estados Merci, Madame la Présidente. Amar Benjama dresse le constat d'échec du Conseil de sécurité et de la communauté internationale face au drame que vit le peuple palestinien. Il affirme que cela ne soustrait pas la puissance occupante à ses obligations en matière de respect du droit humanitaire. Amar Benjama a par ailleurs réitéré que l'Algérie allait multiplier ses efforts au Conseil de sécurité pour arriver à un cessez-le-feu. Le projet de résolution aurait envoyé un message fort aux Palestiniens, disant que le monde n'est pas un témoin passif de leur souffrance. Toutefois, et malheureusement, le Conseil de sécurité a échoué une fois encore. Et il n'a pas pu être à la hauteur des appels et des aspirations des peuples du monde entier. Cet échec ne soustrait pas au Conseil de sécurité la responsabilité d'assumer ses responsabilités. Cet échec n'est pas une excuse pour la communauté internationale pour se soustraire à ses obligations vis-à-vis du peuple palestinien qui n'est pas armé. Cet échec n'absout pas la puissance occupante et ne la soustrait pas à son obligation de mettre en œuvre les mesures conservatoires selon l'ordonnance de la CIJ. Il est grand temps que l'agression cesse. Il est grand temps que l'aide humanitaire soit acheminée dans toute la bande de Gaza. Le représentant algérien a énoncé le projet de résolution en 5 points, prévoyant notamment le cessez-le-feu immédiat et sans condition et l'acheminement des aides humanitaires pour la bande de Gaza, l'opposition au déplacement forcé des Palestiniens et l'application effective des décisions de la CIJ. Amar Benjama a par ailleurs plaidé en faveur du peuple palestinien au droit à la vie. Le projet de résolution insiste sur des éléments essentiels, parmi lesquels, et en premier, un cessez-le-feu humanitaire, 2, une fourniture d'aide humanitaire sans entrave à toutes les parties de la bande de Gaza, 3, rejet du déplacement forcé des Palestiniens, 4, respect des mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de justice et 5e et dernier point, la nécessité impérative pour toutes les parties de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Le silence, à notre avis, n'est pas une option viable. Le moment est venu pour l'action et c'est le moment pour la vérité. Madame la Présidente, les membres du Conseil de sécurité ont une responsabilité, celle de voter pour des mesures qui permettent le respect de la paix et la sécurité internationale. Cette résolution est une prise de position pour la vérité et l'humanité. Nous nous élevons contre les défenseurs
des meurtres et de la haine. Un vote pour ce projet de résolution est un soutien au droit à la vie des Palestiniens. Et du côté de la Cour internationale de justice de La Haye, les audiences publiques consacrées à la demande d'avis consultatifs sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste dans le territoire palestinien occupé, y compris Al-Quds Est, ont repris ce mardi. Et l'Algérie, sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, a souligné ce mardi donc dans son plaidoyer l'importance de se soumettre aux lois internationales relatives à l'occupation et de les faire respecter. Selon le professeur Ahmed Laraba, la notion d'occupation a été détournée par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. La situation palestinienne est une illustration saisissante du violent contraste qui existe entre les apparences théoriques qui viennent d'être esquissées à très grands traits uniquement et la réalité. L'Algérie considère que la situation créée en 1948 et poursuivie depuis met crûment à nu le dévoiement, le détournement de la notion d'occupation par Israël dans les territoires palestiniens occupés. Le point de non-retour est l'objectif primordial de l'entité sioniste qui souhaite écarter toute hypothèse de création d'un État palestinien. L'objectif d'Israël est d'arriver à un point de non-retour afin d'écarter toute hypothèse de création d'un État palestinien. Cet objectif connaît plusieurs déclinaisons décidées en fonction des situations propres à chaque partie du territoire palestinien occupé, c'est-à-dire Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Dès lors, l'occupation est en passe de devenir, si elle n'est pas déjà devenue, un avatar des anciennes techniques juridiques qui ont exprimé, chacune à sa façon, le droit de la puissance. Dans tous les territoires palestiniens, l'entité sioniste applique la même politique, la même formule, dira le professeur Ahmed Laraba, membre de la commission du droit international à l'ONU. La colonisation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie et la situation dans la bande de Gaza, premier corollaire de l'occupation prolongée. Dans les trois parties du territoire palestinien, on retrouve la même politique et la même pratique qu'on peut ramasser autour de la formule « le fait contre le droit ». De son côté, Pretoria affirme que les pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés sont une forme encore plus extrême de l'apartheid qu'a connue l'Afrique du Sud avant 1994, appelant à la fin immédiate de cette politique discriminatoire inhumaine envers le peuple palestinien. Le retard excessif dans la mise en place d'un règlement juste et équitable a abouti à un cycle de violence sans fin. Une qualification juridique claire de la nature du régime israélien sur le peuple palestinien ne peut qu'aider à remédier au retard actuel et qu'un règlement juste voit le jour. Quand les décennies d'impunité dont jouit Israël pour les violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et les violations des normes impératives du droit international prendront-elles fin? Si ce n'est maintenant, au cours des 136 derniers jours, le monde a observé quotidiennement avec horreur les attaques incessantes contre Gaza, la férocité et la violence de la dernière campagne militaire d'Israël contre Gaza, méprisant le droit international, y compris une ordonnance de ce tribunal rendue publique le 26 janvier 2024. En tant que Sud-Africains, nous ressentons, voyons, entendons et ressentons au plus profond de nous-mêmes les politiques et pratiques inhumaines et discriminatoires du régime israélien comme une forme encore plus extrême de l'apartheid institutionnalisé contre les Noirs dans mon pays. Institutionalized against black people in my country.
Voilà donc concernant le génocide qui se déroule depuis bientôt 5 mois à Raza. À noter également que l'armée sioniste a ciblé le sud du Liban, principalement la région de Raziyeh, proche de Saïda, la principale ville du sud, faisant 14 blessés selon des sources sécuritaires. L'armée sioniste a prétexté avoir visé des dépôts d'armes du Hezbollah. Dans l'actualité également, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite officielle en République du Rwanda sur invitation du général d'armée Mubarak Muganga, chef d'état-major des forces de défense rwandaises. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées rwandaises. Les deux parties examinent également les questions d'intérêt commun. Et de son côté, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce mardi le vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Alibek Bakayev, en visite en Algérie dans le cadre de la tenue de la deuxième session des concertations politiques entre les deux pays. Les deux parties se sont félicitées de la dynamique que connaissent les relations entre l'Algérie et le Kazakhstan grâce à la décision du président Abdelmadjid Tebboune relative à l'ouverture en 2022 d'une ambassade d'Algérie à Astana, saluant la volonté des autorités kazakhes d'ouvrir prochainement une ambassade en Algérie. Et puis chargé par le président Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Énergie et des Mines effectue une visite de travail au Venezuela. Mohamed Arkab a été reçu hier lundi à Caracas en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République par le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, auquel il a remis un message écrit qui lui a été adressé par le président Tebboune et qui a évoqué avec lui les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'énergie. Le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a confirmé que le référendum est une solution de compromis à la question du Sahara occidental occupé par le Maroc. Ghali a souligné dans une déclaration à Sputnik que son pays n'acceptera qu'un référendum libre, juste et impartial, garantissant ainsi le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination, appelant dans le même contexte à ce que les Nations Unies accomplissent leur mission au Sahara occidental, celle d'organiser un référendum d'autodétermination. Et on reste dans la région. Le président tunisien Kais Saïed a reçu hier lundi Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Lors de cette réunion, Kais Saïed a mis en avant l'importance de consolider les mécanismes de dialogue entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de financer des projets alignés sur les aspirations du peuple tunisien, notamment dans les domaines de l'énergie, des énergies renouvelables, de l'eau, de la santé, des infrastructures et des technologies modernes. C'est la première visite que je fais en tant que présidente de la Banque européenne de reconstruction et de développement. La Banque européenne de reconstruction et de développement intervient et finance des nombreux projets en Tunisie. On a commencé à investir il y a plus de 10 ans et on a déjà investi 2 milliards d'euros de projets dans le pays. Je viens d'avoir une réunion très intéressante et très utile avec le président de la République pour discuter des grandes priorités, et j'aurai dans les jours qui viennent des réunions avec le gouvernement, notre gouverneur, et des entreprises que l'on finance et nos partenaires en Tunisie, un certain nombre de réunions sur des projets très concrets sur lesquels on travaille pour le pays. Et dans un tout autre dossier, l'Union européenne a prolongé d'1 an les sanctions contre la Russie, soit jusqu'au 24 février 2025. Il est à noter qu'il s'agissait de sanctions appliquées après que Donetsk et Louhansk aient été sous contrôle russe, dans le même cas que les régions de Zaporijia et de Kherson.
Et le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, annonce une nouvelle aide militaire record à l'Ukraine, affirmant défendre des valeurs et des intérêts vitaux et centraux pour la Suède et la sécurité de son pays. Nous allons présenter le 15e paquet d'aide à l'Ukraine aujourd'hui, qui est aussi le plus grand paquet d'aide donné par la Suède jusqu'à présent. La Russie a déclenché une guerre illégale non provoquée et injustifiable. Donc, si nous pouvons soutenir l'Ukraine, nous devons bien sûr le faire. Il s'agit de décence, il s'agit aussi de défendre des valeurs et des intérêts vitaux et centraux pour la Suède et la sécurité de la Suède. Au Royaume-Uni, des dizaines de personnes ont manifesté devant la Haute Cour de Londres où se tient l'audience du dernier recours de Julian Assange contre son extradition vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks, âgé de 52 ans, est jugé aux États-Unis pour avoir publié des dossiers militaires et diplomatiques secrets. Si le père Julian Assange aura épuisé tous les recours britanniques et entrera dans la procédure d'extradition, bien que son équipe ait indiqué qu'elle ferait appel devant les tribunaux européens. We have 2 big days ahead. 2 jours importants nous attendent. Nous ne savons pas à quoi nous attendre, mais vous êtes ici parce que le monde nous regarde. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Julien a besoin de sa liberté et nous avons tous besoin de la vérité. Je vous remercie. Autre manifestation dans l'est de la Pologne. Cette fois-ci, des agriculteurs ont organisé donc une manifestation en roulant sur leurs tracteurs pour protester contre les mesures de l'Union européenne visant à lutter contre le changement climatique et contre l'importation massive de produits ukrainiens. Et puis de nombreux vols sont annulés de l'aéroport de Munich en raison d'une grève, là aussi du personnel au sol chez Lufthansa. Seuls 10 à 20% des vols sont assurés selon la compagnie aérienne allemande. Nous sommes arrivés ici avec la surprise de constater qu'il n'y a pas de vol pour Hambourg et que le vol pour Billund est également annulé et n'est pas sur le tableau d'affichage. Et ici, tout le monde dit quelque chose de différent. Nous nous rendions à Oslo. Nous avons reçu un message disant que notre vol était annulé. Nous essayons maintenant de nous rendre à Oslo. Nous sommes en contact avec notre agence de voyage en Australie et ils nous ont apparemment réservé un nouveau vol. Mais je ne pense pas que cette réservation existe. Nous voulons juste savoir si nous restons ici pour la nuit ou si nous prenons l'avion pour aller quelque part. Le président vénézuélien Nicolás Maduro accuse le bureau du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme d'espionnage et de conspiration. C'était lors de l'émission télévisée Con Maduro. Ces accusations interviennent après que le gouvernement ait suspendu les activités du bureau la semaine dernière et expulsé son personnel du pays. Au cours de l'émission, le président vénézuélien a également menacé ExxonMobil au sujet du Guyana. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase après tant de discussions, tant de patience, a été une affaire récente concernant une personne impliquée dans un travail d'espionnage, de conspiration, comme l'a expliqué le procureur général de la République en se référant aux personnes impliquées, à celles qui ont été condamnées et qui ont avoué, et sans aller qualifier le ministère public, le pouvoir judiciaire et le pays de manière abusive. Par conséquent, tant qu'ils n'auront pas rectifié le tir, qu'ils ne se seront pas excusés et qu'une relation de respect n'aura pas été rétablie, ils ne retourneront pas au Venezuela. Ce bureau technique ne retournera pas au Venezuela. Et on termine avec ce drame en Papouasie-Nouvelle-Guinée où des dizaines de corps sans vie ont été retrouvés le long d'une route des hauts plateaux reculés dans un contexte de conflits tribaux, une situation qui explique la forte présence policière dans les rues de Port Moresby.
Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.